C'est bon. Y aller. Très bien. Merci aux intervenants précédents puisque on a déjà évoqué un certain nombre de choses. On a parlé de connexion, il faut se connecter. On a parlé de sauvegarde et c'est là-dessus effectivement que je vais insister. Euh, Est-ce qu'on peut déjà avoir une définition de ce que c'est qu'une sauvegarde avant de vous amène effectivement des solutions concrètes par rapport à ce qu'on appelle des sauvegardes gravées dans le marbre, hein. Qu'est-ce que ça veut dire gravées dans le marbre? Ça veut dire qu'effectivement ça ne doit pas bouger. Est-ce qu'on peut avoir une définition de la sauvegarde déjà? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une sauvegarde? Parce que bien souvent, on s'aperçoit que une sauvegarde, oui, j'ai une sauvegarde. Ok. Alors, il faut comprendre qu'une sauvegarde, elle repose sur trois choses élémentaires. Déjà, vous avez de l'automatisation. Une sauvegarde doit être automatisée. Il n'est pas question de faire une sauvegarde, je dirais, à la petite semaine, une fois quand on en a envie ou quand on y pense. L'automatisation fait partie intégrante de la fonctionnalité de la sauvegarde. Si ça n'est pas automatisé, déjà, vous avez déjà un gros problème par rapport à ça. Le deuxième problème, enfin, le deuxième point important, c'est la mémorisation. Une sauvegarde va mémoriser l'ensemble des fichiers qui sont sauvegardés. Elle va posséder effectivement une mémoire gigantesque qui va vous permettre de cataloguer tout simplement des millions, voire des milliards pour certains clients. J'ai des clients qui ont des milliards de données qui sont déjà cataloguées par rapport à ça. Et ça fait partie intégrante effectivement de cette sauvegarde. Et la troisième fonctionnalité de la sauvegarde, c'est le stockage, bien évidemment. Il va falloir que la sauvegarde stocke l'information en garantissant ce qu'on appelle une isolation totale. Pourquoi? Parce que le pendant de la sauvegarde, c'est quoi? C'est la restauration. Sauvegarder, c'est bien, comme je dis, mais restaurer, c'est beaucoup mieux. Hein. Si vous sauvegardez que vous ne pouvez jamais restaurer, ou qu'on s'aperçoit que les sauvegardes sont vérolées, que les sauvegardes ne sont pas à jour, ou datent d'il y a une semaine, un mois, etc., ben, ça ne sert pas à grand-chose, effectivement. L'objectif de la restauration, c'est de restaurer à l'identique, bien évidemment. Euh, la restauration, ça ne doit pas être un scénario de film à suspense, hein, comme j'aime bien le dire. C'est-à-dire que le jour où effectivement on a besoin de restaurer, il ne faut pas se poser la question, est-ce que ça va fonctionner ou pas? Ou est-ce qu'on a la sauvegarde? Est-ce qu'on l'a? On l'a pas? On ne sait pas. Est-ce que la dernière a fonctionné? Non, non, non. Il faut vraiment pas que ça soit un suspense, parce que les risques en cas de non-restauration, ben, c'est qu'on puisse très bien ne pas retrouver la donnée et que ce soit totalement perdu parce qu'on soit incapable de la régénérer. Donc par rapport à ça, c'est vraiment important de respecter ce que j'appelle ce mantra. On en a un petit peu parlé. Effectivement, le mantra dans la sauvegarde, c'est une bonne pratique quelque part. Hein. Ça fait partie intégrante effectivement de ce métier. C'est la règle de sauvegarde qu'on appelle 3-2-1. Vous en avez entendu parler peut-être? Oui, tout le monde, j'imagine. Alors, la sauvegarde 3-2-1, c'est quoi? C'est déjà, on va disposer de trois copies de sauvegarde. C'est-à-dire qu'à chaque donnée de production, chaque fichier, vous devez disposer de trois copies de sauvegarde. Vous vous rendez compte que tout ça, ça a un coût. Si vous avez un péta de données à sauvegarder, ça représente que 3 pétas de données de sauvegarde, okay, qu'il va falloir pouvoir mettre à disposition. Il y a des technologies, je ne vais pas rentrer dedans, hein, des duplications, etc., qui vont permettre effectivement de diminuer ce volume-là. Mais déjà, vous voyez que ça a déjà un coût qu'il faut pouvoir accepter, oui ou non. Le deuxième point important, c'est que deux de ces copies doivent être disposées sur deux supports totalement différents. Vous voyez que déjà, on va avoir une notion de différenciation des supports. On ne va pas mettre tous ses œufs dans le même panier, comme on dit. Donc, on va déjà créer une forme d'isolation quelque part, parce que je vais avoir un support disque pour la première copie, et je ne vais pas avoir une deuxième copie, par exemple, sur une cartouche, par exemple. Donc, ce sont deux supports de stockage secondaire qu'on appelle, qui sont différents, qui vont donc être isolés d'une certaine façon. Et la troisième chose importante, c'est que l'une de ces copies, on vous invite, mais alors très très fortement en tant que professionnel, à l'externaliser. Ça veut dire quoi externaliser? Ça veut dire qu'elle va être mise hors de l'entreprise pour des raisons effectivement de sécurité. Donc ce mantra, vous pouvez très bien l'appliquer sur l'ensemble de votre système d'information, ça va avoir un coût, mais vous pouvez très bien décider que seules les données critiques nécessaires à l'activité peuvent être protégées par ce mantra. D'autres données peuvent très bien faire l'objet d'une ou deux copies en fonction de la nature, de la criticité de la donnée. Ça, c'est quelque chose que vous devez faire.
Faut savoir que ce mantra, c'est pas un informaticien qui l'a mis en place, c'est une personne qui s'appelle Peter Cog. Il était photographe et il a beaucoup travaillé dans ce domaine-là, donc on va quand même rendre à César ce qui est, comme on dit, hein, ce qui est à César. Voilà. Euh, il avait effectivement beaucoup de problèmes par rapport à tout simplement ses photos. Et effectivement, il s'est dit, ben tiens, je vais essayer de mettre en place une stratégie, on va dire, une bonne pratique qui va faire en sorte que ben, mes photos elles soient sécurisées et que je ne les perde pas. Voilà. Donc c'est de là qu'est venu effectivement cette fameuse règle d'or qu'on appelle la règle de sauvegarde 3-2-1, mais elle vient à l'origine d'un photographe et pas du tout d'un informaticien ou d'un éditeur de logiciels, hein, bien évidemment. Alors pourquoi 3 encore une fois? Pourquoi 3? C'est pas un chiffre magique. Vous vous êtes posé la question pourquoi il fallait 3 copies? Pourquoi pas 4, 5, 6, 8, 10? Pourquoi 3? Non? Vous n'avez pas de réponse? Petite idée, non? Bon, c'est pas un chiffre magique, hein, 3. Il n'y a rien d'ésotérique là-dedans. On va davantage effectivement s'orienter sur un calcul de probabilité. Je suis désolé, on va faire des maths hein, ce matin. Ouais. Et il est 11 heures. J'ai mes enfants qui sont... Donc on va faire un petit peu de proba ce matin. C'est quoi la probabilité? Ce qui va nous intéresser, c'est la perte simultanée de nos copies de sauvegarde. Là, on est mal. Si on perd toutes les données de sauvegarde, c'est vraiment catastrophique. Donc, quelle est la probabilité que j'ai de perdre simultanément toutes mes copies de sauvegarde? Vous avez compris, la sauvegarde, c'est mon dada. Hein. Ouais, c'était facile celle-là. Hein, quand même. Vous avez joué aux petits chevaux tous? Personne n'a joué aux petits chevaux ici? Ouais, ouais, quand même, j'espère. Il y en a plus que dans la crise, que dans la session de crise. Hein. Donc tout le monde a joué aux petits chevaux. Hein. Donc quand vous êtes aux petits chevaux, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous jouez au dé, vous avez un dé à 6 faces, et là vous avez une probabilité de sortir votre cheval. C'est quoi pour sortir le cheval? C'est quel chiffre? 6, le 6. Putain, vous êtes passif. Hein. Donc ça veut dire que la probabilité, quand vous lancez le dé, de sortir votre petit cheval, c'est de 1 sur 6. C'est-à-dire que vous avez 16,6% à peu près de sortir votre cheval. Bon, vous allez voir où je vais en venir maintenant. C'est une probabilité. Donc maintenant, la probabilité qui nous intéresse, c'est encore la perte simultanée des 3 copies. Donc la perte simultanée des 3 copies, ça veut dire que la probabilité, c'est que l'événement qui va faire qu'on va perdre nos 3 copies, A, B et C ici par exemple, euh, ben, ça va être la multiplication des probabilités. Donc c'est la probabilité du premier, puis la probabilité du deuxième et du troisième. C'est plus compliqué que ça, hein, bien évidemment. J'ai pris un sixième, c'est juste pour illustrer effectivement le propos. Mais on s'aperçoit que plus on multiplie les copies, bah, moins on a de risque concrètement de perdre simultanément toutes les données. Donc ici, on voit que par un simple calcul de probabilité, à probabilité égale, ce qui n'est pas du tout le cas, j'ai pas le même risque de perdre mes données de sauvegarde qui sont sur un disque, sur une bande ou qui sont dans le cloud, etc. par exemple. Mais si on prend l'exemple que l'on a ici, typiquement, eh bien, la perte de perte de toutes les copies de sauvegarde simultanées, elle n'est plus que de 0,46%. Vous voyez qu'on a déjà drastiquement diminué le risque de perdre toutes nos données. Si vous jouez aux petits chevaux comme ça, la partie va être très très longue, hein, par contre. Hein. S'il faut faire 3-6 pour sortir, ça va être super compliqué. OK? Donc ça, c'est clair? Voilà. Donc le chiffre 3 va faire que, bah, ici, effectivement, on va considérer que 3 copies euh, sont suffisantes, je dirais, pour diminuer le risque. On ne l'élimine pas, hein, mais on le diminue de manière drastique plutôt qu'en disposant tout simplement d'une seule copie. C'est juste du bon sens. Il n'est pas de question de norme ISO, c'est juste simplement de dire voilà, c'est plus on multiplie les copies, moins on a de chances de les perdre. Après, c'est de la gestion, c'est un autre problème, mais je n'entrerai pas dedans. Alors, notre événement ici, aujourd'hui, on a parlé de rançongiciel. Alors, pour rappel, la sauvegarde, elle n'est pas là que pour sauvegarder les sinistres par rapport au rançongiciel. La sauvegarde, elle est faite, c'est votre dernier rempart. Hein. C'est-à-dire que c'est l'opération de la dernière chance. Si vous avez effectivement tout perdu, en théorie, la sauvegarde doit pouvoir récupérer l'ensemble des données. Donc ici, on a orienté le petit exemple sur effectivement l'événement. On a parlé d'événement de probabilité. Donc c'est le rançongiciel. On a nos 3 copies ABC.
Et on a effectivement notre pourcentage de chance de perdre simultanément nos trois copies à chaque fois. Donc ici, typiquement, si vous respectez un principe d'isolation, l'objectif, c'est que le rançongiciel, s'il venait à se propager uniquement sur la partie disque, va potentiellement corrompre la première copie de sauvegarde qui est sur le disque. Si vous respectez votre principe d'isolation, l'autre copie ici qui est sur bande et l'autre qui est dans le cloud, par exemple, ne sera pas affectée. OK? Voilà. C'est l'objectif. La sauvegarde, c'est une technologie parmi d'autres, hein. Il y en a d'autres technologies qui existent. Euh, Elle reste effectivement le pilier de toutes les technologies de sauvegarde. Et ici, vous avez un ensemble de, de technologies de protection de données qui sont mises à disposition. On n'a pas à utiliser que la sauvegarde, mais on en a d'autres qui sont la réplication, hein, on en a parlé, Yaya en a parlé par rapport à son exposé. Alors la réplication, le problème, c'est que son niveau d'isolation, mais il est complètement nul. Puisque le rançongiciel, s'il va corrompre une donnée sur le site primaire, si vous avez la donnée de sauvegarde qui a été corrompue, eh bien elle va être répliquée de manière corrompue de l'autre côté. Donc en termes d'isolation, c'est complètement nul. Vous avez ensuite le cliché instantané, ce qu'on appelle le snapshot, hein, indépendamment de la méthode qu'on utilise, hein, Co, RAW ou COFA, hein, il y a différents types de snapshots qui existent. Euh, c'est relativement faible, hein, puisque le problème du snapshot, c'est que typiquement, il va rester sur le volume sur lequel vous avez effectué le snapshot. Il y a des rançongiciels qui, par exemple, on s'est aperçu qu'ils venaient détruire, par exemple, les snapshots VSS. Ils s'assuraient que les snapshots qui avaient été faits antérieurement étaient détruits de sorte à ce que le rançongiciel puisse détruire la totalité, enfin enchiffrer la totalité des données, mais ne permettent pas à la personne de récupérer certaines données par rapport au snapshot. Donc ça, effectivement, c'était des technologies qui ne sont pas forcément adaptées, sachant qu'il y a des snapshots maintenant qui sont immuables, qui ont été développés par certains fournisseurs. Je ne vais pas trop en développer là-dessus. Le clone est un petit peu différent puisque lui, il va vous proposer une copie sur un volume distinct, donc ça peut être effectivement sur une baie de stockage distincte. Donc il va fournir un niveau d'isolation un petit peu meilleur, mais c'est pas encore la panacée, hein. Donc il y a quand même d'autres solutions qui sont beaucoup plus utiles. La CDP, c'est la Continuous Data Protection, c'est la protection continue. Là, on va monter effectivement en termes d'isolation, c'est-à-dire qu'on va pouvoir effectivement disposer de différentes copies sur différents supports. Et pour terminer, la sauvegarde, là, nous fournit effectivement un niveau d'isolation qui est le plus élevé possible, je dirais, en théorie. 3, 2, 1, donc c'est la règle qu'on a détaillée. Donc, si vous voulez chercher à isoler effectivement vos données, utilisez bien évidemment la sauvegarde. C'est un petit peu l'idée de la présentation ici. Euh, Quand on a un rançongiciel, on a parlé, le principe d'isolation, il vient un petit peu naturellement. On vous dit, il faut couper le système informatique, il faut surtout pas que ça se propage. Donc vous voyez que déjà le réflexe d'isolation, il est un petit peu naturel d'une certaine façon. Si le rançongiciel est rentré, on va dire, on va essayer d'isoler le reste du système d'information. Donc le réflexe, c'est déjà d'isoler le plus possible le reste du système d'information du rançongiciel. Alors, le problème par rapport à ça, c'est que c'est une mesure d'urgence qui peut être faite. C'est pas quelque chose de très proactif, et surtout, ça peut être déjà trop tard. À partir du moment où effectivement le rançongiciel est rentré, ça peut aller extrêmement très vite, extrêmement vite, je dirais, pour enchiffrer la totalité des données. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui peut être effectivement pas forcément le plus adapté. Donc ça reste une mesure d'urgence. Quid de l'isolation de la sauvegarde? Bah, le système de sauvegarde en soi, le service de sauvegarde lui-même doit être isolé. Si je dis qu'il faut isoler les données de sauvegarde, les copies de sauvegarde, il faut au maximum isoler le service qui permet de protéger votre infrastructure. C'est-à-dire que déjà l'isolation, elle passe par l'autonomie. Il faut que votre service de sauvegarde soit le plus autonome possible. Ce que je veux dire, c'est que typiquement, une solution de sauvegarde, généralement, il y a un accès à une console graphique. Alors, je ne sais pas à qui je donnerai le conseil, mais si j'étais un hacker ou quelqu'un de mal intentionné, je m'attaquerais aux sauvegardes en premier. Parce que si je détruis toutes les sauvegardes, bah, je peux être à peu près sûr que la personne, elle ne pourra pas récupérer ses données. Donc, potentiellement, ça veut dire que le service de sauvegarde était un service à risque.
Si vous sauvegardez vos données, vous êtes forcément connecté au réseau. Hein, il y a forcément une connexion qui se fait. Donc à un moment donné, le serveur de sauvegarde est connecté, bien évidemment, c'est tout le problème, pour pouvoir sauvegarder les données. Ça veut dire que votre service de sauvegarde, déjà, il doit être intégré dans le PRA ou dans le PCA. Il y a souvent des entreprises qui font leur PRA et puis ils s'aperçoivent qu'ils n'ont qu'un seul serveur de sauvegarde. Et le jour où il est affecté, bah, c'est ballot parce qu'on ne peut pas restaurer. Bah, il ne marche plus. Et vous l'avez prévu dans le PRA? Ah bah non. Ah. Et on fait quoi? Bah je sais pas. Ouais. Donc ça, c'est vraiment la chose importante, c'est qu'il faut comprendre que le service de sauvegarde est un service à part entière. C'est au même titre que le service financier, que le service. C'est un service. Et il est critique. Critique de chez critique. Et quand je dis qu'il est autonome, c'est-à-dire qu'il faut le rendre le plus autonome possible. J'ai des clients qui installent ça sur des VM. Ah, cool. Si l'hyperviseur est en RAD, c'est bien. Super. Top. Euh, donc, isolation, ça veut dire également autonomie. J'en ai d'autres qui m'intègrent le mot de passe d'accès à la console dans l'Active Directory. Très mauvaise idée. Hein. Donc, essaye d'être le plus autonome possible. Typiquement, si votre système est à base de Windows, bah, essayez de mettre du Linux. Déjà. Soyez un petit peu inventif, quoi. Enfin, choisissez quelque chose déjà qui sorte des sentiers battus et qui a peut-être une surface d'attaque un petit peu moindre, on va dire. Donc, isoler au maximum le service de sauvegarde, c'est vraiment le mot d'ordre. Et surtout, prévoyez un plan de reprise d'activité ou un plan de continuité, comme vous voulez, pour votre service de sauvegarde. Donc, les cyberattaques sont de plus en plus sophistiquées. C'est vrai qu'effectivement, on s'aperçoit qu'il y a eu quand même beaucoup de travail, entre guillemets, je ne peux pas être travail par rapport à ça. En 2012, la cyberattaque, elle ciblait le poste de l'utilisateur. Il voyait son pop-up en lui disant, bah, tiens, si tu veux que ton PC, si tu veux récupérer les données de ton PC, tu payes. Euh, Maintenant, on est quand même à des choses un petit peu plus de plus grande ampleur. Moi, j'ai un de mes clients qui s'est fait ransomer 12 Tera de données, quand même, hein, c'est sympa. Euh, donc, le serveur de sauvegarde, il faut vraiment qu'il soit protégé lui aussi. Donc, quand je parle d'isolation, c'est pas que pour les copies de sauvegarde, mais c'est également pour le service lui-même. Alors, comment l'isoler dans la mesure où il est forcément connecté pour sauvegarder? C'est un peu le chien qui se mord la queue, cette affaire. Euh, je le rappellerai jamais assez, la sauvegarde, c'est le dernier rempart. En cas d'attaque par rançongiciel, c'est vraiment ce qui va vous permettre de récupérer vos données en dernier lieu. Donc le risque, effectivement, au niveau du service de sauvegarde, c'est quoi? C'est déjà un accès non autorisé à la console. Si je suis un cyberattaquant et que j'arrive à me connecter à la console de ma solution de sauvegarde, que je peux rentrer effectivement dans la solution de sauvegarde, avec quelques manipulations, je peux venir tout simplement effacer les sauvegardes. Tout simplement parce que je vais demander de passer en spare ou de recycler l'ensemble des cartouches qui ont été présentes, qui sont présentes dans le système de sauvegarde. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième risque, hein, bah, c'est donc la destruction simultanée de vos 3 copies de sauvegarde. Ça peut aller très vite. Ça veut dire que l'intégrité des sauvegardes, elle doit être garantie au moyen d'un principe fort d'isolation. Je vous tiens en suspense, hein, on y arrive. Hein. On y arrive. Alors, avant ça, on va retourner un petit peu en arrière. D'où vient le principe d'isolation? Le besoin de stocker effectivement de la donnée, il n'est pas nouveau. D'en préserver l'intégrité, encore moins, puisque l'intégrité, c'est l'un des 3 principes d'un SMSI. Hein. Intégrité, disponibilité et accessibilité, je crois. Le troisième. Euh, Pardon? Confidentialité, merci. J'ai bien redit. Donc ça, c'est une problématique qui est historique, hein, effectivement, qui se présente dans l'archivage légal. Typiquement, l'archivage légal, ben, on parlait du secteur bancaire. Et typiquement, on a besoin effectivement de conserver un certain nombre d'informations d'un point de vue légal. Il y a un deuxième exemple, c'est ce qu'on appelle le patrimonial, archivage patrimonial. Un de mes clients, c'est la télévision mauricienne. On fait du patrimonial. Tout ce qui part à la télé, c'est archivé à vie. Donc on est dans du patrimonial. On fait de l'archivage de la totalité des données. Donc l'archivage légal, on partait d'un principe qu'on appelait un principe de non-répudiation de la donnée. La non-répudiation, ça signifie quoi? Ça signifie que la donnée qui a été archivée,
on veut avoir la garantie qu'elle n'a pas été altérée dans le temps, et du coup, bah, qu'on a conservé effectivement l'intégrité de cette information, et ce, à des fins de conformité légale. C'est ce qui devrait arriver sur un certain nombre de documents. Par exemple, vous avez, quand vous faites appel au service de la poste en ligne, par exemple, ben vous avez une forme de non-répudiation. C'est-à-dire qu'on va vous garantir que votre courrier qui est parti, il est intègre, et puis on va en conserver effectivement une image qui ne pourrait pas être altérée dans le temps. Donc ça, c'est la conformité. Comment est-ce qu'on obtenait ce genre de conformité légale? Ben, on faisait appel à des outils cryptographiques. On faisait effectivement, on fait toujours, hein, un checksum, c'est-à-dire qu'on calcule effectivement la signature effectivement du fichier, et puis on va mettre le hachage quelque part dans un coin en disant ok, ben voilà, ça c'est la signature effectivement de mon fichier, et puis on ajoutait également un support qu'on appelait de type worm. Vous en avez entendu parler de type worm peut-être? Write once, read many, c'est-à-dire qu'on écrit une seule fois et on peut relire autant de fois qu'on veut. Donc là, effectivement, à partir de ces solutions, à partir de là, effectivement, on avait un outil qui nous permettait de faire de l'archivage légal et d'avoir une donnée qui était non répudiable. Donc non répudiable, ça veut dire qu'elle ne peut pas changer. Ça s'approche de ce qu'on cherche. On veut une information qui, une fois qu'elle soit sauvegardée ou archivée, ne puisse pas être altérée par un attaquant ou tout autre risque, je dirais. Donc l'intégrité ici, c'est quand même davantage un facteur de sécurité qu'un principe d'isolation, quelque part. Mais ça s'approche un petit peu à ce que l'on souhaite obtenir. Au niveau de la sauvegarde, on est arrivé à un nouveau mantra maintenant. Je vous ai parlé du mantra 3.2.1. Et bien maintenant, on arrive au mantra 3.2.1.1. Ça signifie quoi? On reprend les mêmes principes que précédemment, c'est-à-dire qu'on a 3 copies de sauvegarde. Ce n'est pas une quatrième, hein. Il y en a 3 toujours, 3 copies. 3 copies de sauvegarde, mais non seulement toutes ces sauvegardes doivent respecter le précédent mantra, mais on vous invite très fortement dans ce cas-là à avoir une copie qui est hors ligne et pas hors site. C'est pas la même chose. Hors site, c'est-à-dire je prends la copie de mon site de production et je la mets sur un site de secours. J'ai une copie qui est hors site. La copie hors site ne signifie pas forcément qu'elle est hors ligne. Si vous avez une donnée qui est sauvegardée sur un stockage, qui est répliquée sur un site de secours, la donnée est effectivement hors ligne, mais elle est répliquée, mais elle reste en ligne dans le site de secours qui est lui-même hors ligne par rapport au site de production. D'accord? Hors ligne signifie que on va sortir l'une de ces copies de notre système d'information. C'est-à-dire qu'elle ne sera plus connectée au système d'information pour effectivement garantir son immuabilité. C'est un nouveau gros mot. Pour ce faire, on a effectivement des stratégies pour ça. Il y a des stratégies qui ont vu le jour. On a repris l'héritage de l'archivage légal, on a repris un certain nombre de concepts et on les a mis au goût du jour pour la sauvegarde, pour pouvoir arriver à notre mantra 3.2.1.1. Donc typiquement, par exemple, on a toujours le stockage sur bande magnétique Worm, qui est une solution. Alors lui, il va vous prévenir effectivement de tout effacement involontaire, puisqu'à partir du moment où la donnée est archivée ou sauvegardée sur votre support de stockage, elle pourrait être relue, mais elle ne pourra jamais être modifiée, effacée ou altérée. Et ce, jusqu'à ce que, c'est à vie en fait. Il n'y a pas d'autre possibilité. Alors ça pose problème au niveau de la sauvegarde parce que s'il y a des administrateurs de sauvegarde qui sont là ou qui m'écoutent, bah, ils ont la problématique de rétention. C'est-à-dire que quand on sauvegarde une donnée, on va la conserver un certain temps, puis après on va la recycler parce qu'on va avoir besoin tout simplement de réutiliser le stockage qu'on a à la disposition pour pouvoir remettre des sauvegardes qui sont plus fraîches. Donc le worm, lui, la problématique qu'il a, c'est qu'à partir du moment où c'est écrit, là c'est écrit dans le marbre, c'est-à-dire que ça ne bouge plus, vous ne pouvez absolument plus supprimer l'information. Donc on ne peut plus la recycler, on ne peut plus le réutiliser. Donc ça c'est effectivement difficile à utiliser dans les solutions de sauvegarde. Ce n'est pas forcément applicable dans ce qu'on veut, parce que dans ce cas-là, la rétention n'est pas configurable. Par contre, ce qui est intéressant avec ça, c'est que le protocole qui est utilisé pour écrire sur du worm,
Entre le serveur de sauvegarde et typiquement la bande, on va utiliser un protocole qui est SCSI ou Fiber Channel, qui est différent du protocole TCP/IP classique. Donc déjà, quelque part, il y a une forme d'isolation, il y a une rupture de protocole entre les deux. Voilà. On ne va pas pouvoir, effectivement, un ransomware ne pourra pas passer comme ça, sauf si, effectivement, il sait dialoguer avec la robotique de bande, ce qui est possible, hein, bien évidemment. Mais par contre, ça demandera un code un petit peu plus évolué que tout simplement de se balader au travers du réseau TCP/IP pour, effectivement, faire son travail. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est intéressant quand même. Ce n'est pas la solution idéale. Donc là, il y a aussi une manière très simple, c'est de transformer votre stockage sur bande en un stockage immuable. Si vous avez des cartouches, ici c'est une cartouche LTO qui est représentée en dessin, vous avez sur une cartouche LTO un petit verrou, un petit loquet que vous activez avec un petit loquet plastique. Ce loquet, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement positionner la bande en lecture seule. Donc vous allez transformer votre stockage read-write, en lecture-écriture, en un stockage read-only. Vous faites une sorte de worm quelque part. Le problème avec ça, c'est que ce stockage, si effectivement il est dans votre solution de sauvegarde, le jour où vous le remettez en ligne, ou vous voulez le réutiliser, si vous n'avez pas remis ce petit taquet, la solution de sauvegarde, elle ne va pas comprendre. Elle va vous dire, moi je ne peux pas écrire dessus. Là, il y a un problème. Donc, ce n'est pas non plus idéal en termes de gestion. Ça peut être effectivement une solution, par exemple pour des bandes que vous externalisez et que vous ne souhaitez pas remettre en ligne et que vous allez conserver. La problématique, c'est que la donnée ne sera pas forcément très très fraîche non plus, puisque ça peut être des données assez entières. Donc le problème là, c'est effectivement le recyclage, c'est qu'on ne va pas pouvoir effectivement recycler l'information. Donc maintenant, on a utilisation de stockage en objets immuables. Là, on est sur des solutions qui sont beaucoup plus efficaces, qui sont beaucoup plus réalistes et qui sont répandues maintenant dans la sauvegarde. C'est qu'on va faire appel en fait à un stockage de type S3, un stockage objet, qui est compatible effectivement avec les S3. L'intérêt du stockage S3, c'est que c'est un stockage objet. C'est-à-dire que contrairement à précédemment, où la gestion de la rétention se faisait généralement au niveau de la cartouche, qu'elle soit virtuelle ou qu'elle soit physique, donc la cartouche, elle va héberger un certain nombre de fichiers, c'est-à-dire que tous ces fichiers, ils vont conserver la même rétention dessus, même s'ils n'ont pas été sauvegardés le même jour, par exemple. Là, l'intérêt du stockage objet, c'est que la rétention, vous allez la positionner pour chaque objet. Et ça, c'est super intéressant. C'est-à-dire que si vous avez un objet qui est sauvegardé le lundi, vous avez une rétention de 3 semaines, par exemple, dessus, eh bien, vous allez dire, je vais conserver cet objet pendant 3 semaines. Le même qui a été envoyé le mardi, la même chose, il sera sauvegardé 3 semaines après le mardi prochain. Donc là, on a vraiment une gestion qui est extrêmement fine de la rétention des données grâce effectivement à cette technologie S3. Vous avez également une option qui va vous permettre de créer des copies, c'est-à-dire qu'on va gérer le versionning. Donc ça se fait au niveau du compartiment. Le compartiment, c'est le bucket. Je suis désolé, je francise. On est déjà colonisé par les Américains, donc on va essayer de garder un petit peu notre patrimoine français quand même. Donc le compartiment S3, donc le bucket S3, effectivement, il y a des fonctionnalités dessus. On peut très bien effectivement activer une fonctionnalité de versionning. On peut très bien dire que chaque objet, s'il est modifié, je vais conserver la version précédente. Donc quelque part, il y a une forme d'immuabilité qui est intrinsèque à ce mécanisme de versionning, puisque on va pouvoir gérer différentes versions et donc on va pouvoir conserver des versions plus particulièrement. Donc ça, c'est également intéressant. Donc ça, c'est des fonctionnalités que vous avez qui sont object lock, typiquement pour verrouiller. Donc l'object lock, lui, il va verrouiller l'information pendant une durée, 1 an, 2 ans, ce que vous voulez. Vous décidez, c'est à vous de décider effectivement le temps de préservation du fichier et vous êtes versionné. Vous avez également une autre option. Là, on va... Quel meilleur isolant que l'air? L'air, c'est quand même super intéressant. Je ne suis pas dans le BTP, mais quand vous montez une isolation, on vous apprend que l'air, c'est quand même très isolant. L'isolation au niveau de l'air, elle est intéressante, par exemple, dans, ici, le processus d'externalisation. Ce que vous avez sous les yeux, là, on appelle ça, dans notre jargon, du PTAM, Pick Up Truck Access Method.
Ouais, j'ai dit un anglicisme, je suis désolé. C'est-à-dire qu'on prend effectivement la cartouche dans la robotique, avec ses petits bras, on la sort, on l'amène dans un camion ou dans une voiture, si c'est un transitaire par exemple. Le transitaire l'amène dans son coffre à la banque et effectivement on a une copie qui est externalisée, qui est à l'air, puisqu'effectivement elle est totalement déconnectée du SI à ce niveau-là. Donc votre donnée est complètement hors effectivement du service informatique. C'est-à-dire que hormis une préemption physique de la cartouche, où il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne récupérer la cartouche et reprendre les données dessus, personne ne peut accéder à l'information. Personne. Aucun rançongiciel ne peut effectivement aller faire quoi que ce soit par rapport à ça. Alors vous allez me dire, ouais, c'est bien, mais nous, les cartouches, c'est fatigant, c'est compliqué, ça demande du temps, c'est des ressources opérationnelles. Je vais vous dire, c'est toujours une question de risque et de gestion. C'est qu'est-ce que l'on veut? Qu'est-ce que l'on veut? Est-ce qu'on accepte effectivement de consacrer un petit peu de temps opérationnel par rapport à ça? Euh, voilà. Il y a pas y a pas de miracle là non plus, effectivement. Alors on a mieux que ça. On a mieux que ça. On a de l'externalisation qui est fait par cloisonnement. Qu'est-ce que c'est que l'externalisation par cloisonnement? Donc là, l'externalisation précédente, c'était classique, c'est-à-dire on prend la bande, etc. Là, le truc magique, c'est qu'on va effectivement externaliser la donnée dans une partition de notre robotique qui n'est absolument pas préemptible. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une robotique de bande. Non? Bon. Euh, une robotique de bande, c'est effectivement un robot sur lequel vous avez des emplacements, des logements, dans lesquels on a un ensemble de cartouches. Imaginons que vous avez un robot qui sorte 100 cartouches. Eh bien, on va pouvoir, c'est une fonctionnalité qui est proposée par Quantum, qui s'appelle ActiveVault, on va pouvoir créer effectivement un compartiment qui est totalement isolé. C'est-à-dire que la robotique, dans son interface de manipulation, elle va pouvoir ne voir que peut-être 75 slots sur les 100. Et on va dire qu'il y a 25 slots qu'on va utiliser qu'on appelle air gap. C'est-à-dire qu'ils sont un coffre logique. Le truc intéressant, c'est que l'administrateur, ou la solution de sauvegarde, elle va dire, une fois que j'ai terminé ma sauvegarde, je vais prendre la cartouche et je vais la mettre dans mon coffre, dans mon Vault, dans mon ActiveVault. C'est-à-dire que la bande, elle va sortir de la robotique, elle va sortir du compartiment de la partition de production pour aller dans cette partition d'isolement, tout en restant dans la robotique. Donc il n'y a plus de manipulation entre guillemets de la part de l'opérateur. Par contre, la cartouche est mise au coffre. Si vous voulez réutiliser la cartouche, vous ne pourrez pas le faire depuis l'interface. Parce qu'ils ont bien compris que le risque, comme j'ai dit précédemment, c'est que quelqu'un prenne contrôle de l'interface graphique, de contrôle du logiciel, de contrôle de la robotique, etc. et vienne tout simplement faire quelques petits effacements, histoire de rigoler un petit peu. Là, l'intérêt, c'est que cette solution, vous ne pouvez plus du tout agir sur les slots. Il faut vraiment avoir un opérateur qui va se déplacer dans la robotique et qui va pouvoir manipuler les cartouches. Soit les remettre dans la partition de production, soit les utiliser pour les externaliser, comme on l'a vu dans la procédure précédente. Voilà. Et ça peut être intéressant, typiquement, parce que le souci de l'externalisation, comme on l'a vu précédemment, c'est que généralement, le prestataire, si vous en avez un qui vient récupérer les cartouches, il ne vient pas forcément le bonjour. Imaginons que vous faites les sauvegardes tous les week-ends. Idéalement, il faudrait pouvoir sortir les cartouches le plus vite possible. Mais le prestataire, il vient que le mercredi. Sinon, ça coûte plus cher. Et bien, avec cette solution ActiveVault, vos données, une fois qu'elles sont sauvegardées dans le week-end, vous les mettez dans cette partition-là et elles peuvent attendre tranquillement pour être collectées le mercredi parce que vous savez que dans l'intervalle, elles ne pourront absolument pas de toute façon être manipulables parce qu'elles sont totalement isolées. Donc là, on a du air gap physique. Donc c'est une isolation par cloisonnement, ce qu'on appelle ici. Il n'y a pas de chiffre magique non plus, hein, comme je vous l'ai dit. Il n'y a pas de solution miracle non plus. Hein. Je vous ai proposé un ensemble de solutions. Donc il y a deux grandes approches. Vous avez euh, une, euh, une immuabilité qui peut être conférée par des stockages qui restent connectés.
hein. Si vous stockez dans le cloud, ça reste connecté de toute façon. Hein. Un stockage S3, il est forcément connecté. Hein. Donc il y a de toute façon à un moment donné une forme de connexion qui va se faire entre le site de production et l'endroit où vous aurez mis votre copie de sauvegarde. Mais par contre, effectivement, on peut mettre des technologies comme Object Lock, on peut mettre du versionning, on peut mettre effectivement en place des solutions logicielles qui vont permettre de garantir l'immuabilité de la donnée tout en la laissant quelque part connectée, parce que c'est quand même pratique effectivement de pouvoir avoir accès à l'information quand on en a envie. Hein. Ça fait partie du ce que je disais du SMSI. Ok. Vous avez l'autre option qu'on a vue qui est l'option déconnectée, c'est-à-dire que là c'est le air gap, c'est-à-dire qu'on prend effectivement la donnée et on la sort totalement, on l'isole physiquement du système d'information, donc on n'est plus du tout connecté au réseau, il n'y a plus aucun moyen d'être connecté, qui nécessite effectivement peut-être un peu plus de manipulation opérationnelle, ça c'est certain, mais par contre vous pouvez avoir une sorte de garantie que l'information va être effectivement préservée. Euh, J'insiste également sur le fait des cartouches, si vous utilisez des cartouches, sur les conditions de stockage, d'hygrométrie, etc. qu'il faut respecter. J'ai eu un client qui me stockait ses bandes de cartouches sous une cuve de 10 000 litres de fuel. C'est pas une super idée, quoi. Ok. Euh, j'ai un autre client qui s'était aperçu que toutes ces cartouches qui sortaient l'hiver, bah, elles étaient foutues. L'hiver en France, j'entends. Pourquoi? Parce que le prestataire, quand il récupérait les cartouches, il faisait froid, il les mettait sur le siège. Le siège, il mettait à fond le siège chauffant, et on se trouvait qu'un choc thermique et toutes les bandes étaient foutues. Uniquement l'hiver. C'est quand même bête, hein, mais voilà. Donc, si vous manipulez effectivement des médias en air gap, attention respecter les procédures, les protocoles d'isolation. On a fait une migration de data center cette semaine chez un client et je lui ai dit, on va prendre effectivement ce qu'il faut pour sortir les cartouches, pour les mettre sur un autre. Ce qui fait chaud à Maurice en ce moment. Euh, 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 des grands comptes. Ah bon? Tu vas entendre ce que j'ai dit. Ok. Ok. Donc j'ai travaillé chez des grands comptes, petites sociétés aussi également, bien évidemment, j'ai différents panels. Donc c'est vrai que les stratégies qu'on voit là, elles sont pas toujours, elles peuvent pas s'appliquer à tout le monde. Hein, effectivement, je peux pas m'adresser à une PME ou comme à Nestlé de la même manière, c'est pas possible. Parce qu'effectivement, les solutions sont pas les mêmes, les solutions sont pas les mêmes, bien évidemment. Euh, voilà. Alors, si vous êtes intéressé par par la protection des données, euh, j'ai deux exemplaires ici à consultation si vous voulez. Si vous les achetez, c'est encore mieux. Hein. Ça paiera les cadeaux pour les gosses. Voilà. Il y a deux exemplaires si vous voulez les feuilleter. Donc, qui est disponible, vous pouvez le trouver dans votre bonne n'importe quelle librairie, etc. Hein. Euh, j'ai voulu cet ouvrage pédagogique, c'est-à-dire que il est très très utile pour les étudiants, mais également pour les professionnels. Si vous ne connaissez rien à la protection des données, ben effectivement, vous pouvez partir du début et vous pouvez apprendre. Je vous apprends ce que c'est qu'une sauvegarde. Et oui, il faut vraiment, je reviens là-dessus parce que ça a été tellement galvaudé. Je reviens aussi sur beaucoup d'idées reçues par rapport à ça. Voilà. Donc, disponible chez les éditions ENI, la collection Data Pro. Voilà. Voilà, je vous remercie. Et On puis, peut si vous avez des applaudir questions, Laurent. Voilà, si, s'il y a des questions à poser à Laurent, n'hésitez pas. c'est Après, je dit. reprends l'avion, je m'en vais. Ça devient une habitude, donc je pose je pose Je suis moins loin, moi. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Moi-même, j'ai appris en profondeur les probabilités C'est bien, hein. et d'autres, en tout cas d'autres anecdotes qui est très bien. Je suis intéressé pour une petite explication pédagogique. Hmm.
de ce qu'on appelle les sauvegardes différentielles et incrémentales, Mhm. voire donc le full backup, parce que Ouais, le métier ne parle que de ça. Et donc, pour qu'on puisse tous, parce que c'est la journée de la sensibilisation, c'est ça. bien comprendre ce que c'est et dans quelle occasion, à quelle opportunité, c'est beaucoup plus opportun de le mettre au point. Ah, c'est dans le livre. Ok, très bien. Alors, non, je vais vous répondre, bien sûr. Oui, sauvegarde différentielle incrémentale. Alors, euh, pourquoi différentiel, pourquoi incrémental? Déjà, les différentiels, alors ça, c'est un historique. C'est un historique parce qu'avant, on avait des NAS. On en a encore, hein. Mais oui, il y avait un protocole qui s'appelait NDMP, Network Data Management Protocol. Et effectivement, le problème, c'est que à la base, on n'utilisait que des cartouches. Je sais pas si vous avez connu les petites cartouches 4 mm, 8 mm, les 8 mm, voilà. Les mammouths, etc. Donc on avait des petites cartouches et puis l'administrateur, il avait ses 10 PC, enfin ses 10 serveurs sur son réseau, il avait son lecteur de cartouches d'un côté et puis avec ses petites mains, il écrivait lundi, mardi, mercredi, jeudi, voilà, sur chacune des cartouches. OK? Et puis, il mettait sa cartouche du lundi pour les sauvegardes du lundi, le mardi, etc. Tout allait pour le mieux. Et puis, au bout d'un moment, il se dit, mais ouais, mes cartouches, elles sont à moitié remplies. C'est quand même pas très efficace. Ça fait beaucoup manipuler de cartouches. Puis un coup sur deux, il arrive à la bourre pour changer ses cartouches le soir où il n'y pensait plus. Donc la sauvegarde du mardi se retrouvait sur le lundi, etc. Enfin bref, c'était le cirque. Du coup, il y a des gens qui se sont dit, eh ben, on va faire une sauvegarde différentielle parce que la différentielle, c'est pas mal. La différentielle, typiquement, quand vous faites une différentielle le mercredi, elle va s'appuyer par rapport à la sauvegarde full précédente ou du niveau précédent. C'est-à-dire que si vous avez une notion de différentiel, il y a une notion de niveau dans le différentiel. On dit que le niveau 0, c'est la totale. Le niveau 1, par exemple, c'est le lundi. Le niveau 1, c'est le mardi. Et on fait une différentielle de niveau 2 le mercredi. À partir de ce moment-là, la différentielle va prendre l'ensemble des sauvegardes qui ont été modifiées depuis la dernière totale de niveau précédent. Donc le mercredi, on va avoir la sauvegarde qui va venir cumuler les sauvegardes du lundi et du mardi dessus. Donc on va agglomérer plus de sauvegardes sur effectivement une cartouche pour des raisons de facilité aussi. Parce que quand il fallait restaurer, eh ben, il fallait repasser tous les jeux de cartouches, quoi. Là, c'était le jukebox, hein. Ça, c'était il y a 20 ans, hein, à mes débuts, hein. Et du coup, effectivement, c'était très très pratique. Maintenant, c'est un peu tombé dans l'obsolescence finalement quelque part, hein. Il n'y a plus tellement de, il y a beaucoup de technologies maintenant qui facilitent ce qu'on appelle les robotiques virtuelles, etc., qui créent qui facilitent effectivement ce travail-là. Et donc, les différentiels sont plus tellement à l'ordre du jour. Vous avez d'autres sauvegardes, vous avez des sauvegardes synthétiques, vous avez énormément de technologies qui sont sorties par rapport à ça. La sauvegarde a su évoluer, hein, par rapport à tout ça, parce elle a eu sa période de bashing, hein, entre guillemets, comme beaucoup d'autres. C'est lent, ça marche pas, c'est un peu comme certaines. Voilà, c'est comme les cartouches, hein. Les cartouches étaient mortes, hein, d'après certains. Je vais pas citer l'éditeur de logiciels là-dessus, qui a misé toute sa stratégie là-dessus, puis qui s'en mord les doigts maintenant. Parce qu'il a fallu qu'il s'adapte. Mais la sauvegarde a beaucoup évolué par rapport à ça. Et encore une fois, dans l'ensemble des technologies de protection de données, voyez la sauvegarde comme une couche horizontale. Vous mettez la réplication, les snapshots, les clones, tout ça, vous mettez ça au-dessus. Et en dessous, vous avez la sauvegarde. Je suis allé chez un client une fois qui faisait que des snapshots. Je dis, mais non, mais ça marche. Je dis, ouais, ouais, ça marche, ouais. Mais le problème, c'est que la sauvegarde, il faut qu'ils comprennent, c'est que ça permet effectivement d'envisager n'importe quel scénario de sinistre. N'importe quel scénario de sinistre peut être récupérable par une sauvegarde. Hein, on n'est pas là que pour que pour le rançongiciel, hein, bon, c'est sérieux le rançongiciel, hein, c'est pas un truc. Mais la sauvegarde, elle intervient dans n'importe quel cas, hein. L'utilisateur, il perd son fichier, ben ok, on sauvegarde. Ce cliché instantané, c'est pas toujours idéal non plus. Mais surtout, le cliché instantané, il reste sur le disque, quoi. Vous cramez le disque, vous cramez tout, quoi. Le cliché qui va avec. Donc voilà. Ça répond à votre question? C'est bon?
après on va aller manger. Oui, donc super, merci pour le détail de ce concept de sauvegarde. Trois petites questions rapides. Donc, si je comprends bien, cette solution ultime, magique, n'est peut-être pas adaptée donc au TPE, donc elle est réservée plus exclusivement aux grands comptes, à des grandes collectivités, à des parcs importants, je suppose, c'est ça? Et il y a, Quelle il y a- notion il y de a- prix? il y a des solutions différentes pour les TPE. On peut trouver d'autres solutions. Moi, pour D'accord. les TPE, ce que j'aime bien, c'est la CDP. La CDP parce qu'elle a d'autres avantages. La sauvegarde, comme on l'a dit, il y a une notion d'automatisation. Après, il y a des problématiques d'itinérance, c'est-à-dire que dans des TPE, on a beaucoup de gens qui sont déconnectés, c'est-à-dire que ils ont leur laptop, ils voyagent, etc. Ils sont pas forcément, on va pas lui dire à 18h tu restes au bureau hein, parce qu'il y a la sauvegarde. Hein. Non, non, tu pars pas avant. Non, c'est pas possible. Donc la CDP, l'avantage c'est que c'est la protection continue. Donc là, à partir du moment où on est connecté, tant qu'il y a un accès quelque part à Internet ou sur le réseau d'entreprise, la donnée est protégée quasiment en temps réel. Alors, ça a des limitations. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je vous tiens l'après-midi là-dessus sinon. Mais non, c'est pas forcément cher non plus. Alors, une robotique de bande, c'est sûr que c'est pas forcément adapté pour une TPE. Même les petits modèles, en tarif d'entrée, on est aux alentours de 10 000 euros, quoi, quand même. Voilà. Après, il y a la maintenance, etc., comme n'importe quel logiciel. Il y a le matériel et la maintenance également derrière. Euh, mais le stockage S3 est une bonne option, hein, par exemple. Euh, Moi, je dirais également, bon, le S3, le problème, c'est à la fois bien et pas bien. C'est très bien en termes de résilience, parce que un objet qui est sur un stockage S3, en fonction du prestataire, bah, il y a de la géodispersion, comme on le sait. Hein. Alors, ça pose des problèmes de protection des données aussi, parce que on sait qui revend les stockages S3, donc je suis pas très chaud moi non plus. Hein. Je suis j'aime bien la souveraineté. Hein. On est bien ancré là-dessus quoi. Mais un stockage S3, ça se monte à la maison. Hein. Enfin bon, c'est pas le TPE qui va faire ça, mais je veux dire, il y a des solutions qu'on peut monter là-dessus. On peut imaginer mutualiser quelque chose sur la Réunion pour avoir des choses qui soient locales. C'est parfaitement possible. Hein. C'est qu'un protocole S3. Il y a des solutions qui existent par rapport à ça. Après, je ne peux pas donner un tarif comme ça parce que si c'est du S3, généralement, c'est du pay as you go. C'est un modèle cloud. Donc, plus tu consommes, plus tu payes. Par Ça arrange abonnement. tout le monde en plus. Hein. C'est Par chouette. abonnement, certainement, oui, d'accord. Pardon? Par abonnement. Par abonnement. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, après, voilà, je veux dire, il y a toutes les ordres de tarifs. Euh, mais après, ce qu'il faut comprendre, enfin, c'est la manière dont fonctionne l'entreprise. Parce qu'avoir un stockage dans le cloud, c'est bien, mais quand on perd tout, il y a des urgences, effectivement, comme on l'a dit. Hein. Chaque minute compte en cas de crise. Euh, une petite anecdote comme ça, hein, tout au début du cloud, hein, tout au début. Hein, c'est que n'importe quelle technologie, il faut 10 ans de toute façon pour avoir du retour, hein, retour sur comment ça fonctionne. Tout au début du cloud, il y a plein de sociétés qui se sont lancées là-dedans, et il y a des gens qui avaient effectivement dit, OK, ça c'est l'avenir, on va tout mettre dans le cloud. Je dis pas que c'est pas bien. Hein. Je vais pas rentrer contre le cloud. Mais il y a eu le cas de certaines sociétés qui ont fait faillite, de prestataires de cloud. Et les entreprises qui étaient abonnées au cloud ont reçu un petit email en leur disant qu'ils avaient un mois pour récupérer leurs données. Après, ils éteignaient les serveurs, tout simplement. Alors, si vos données sont à l'autre bout du monde, puis que vous avez des terras qui sont externalisés, c'est vite compliqué. Alors, si c'est pour une PME, c'est bien, c'est plus simple, quoi, effectivement. Voilà. Et dernière question, si je me permets, par curiosité, vous avez été déjà confronté par des problèmes de durabilité, la sauvegarde, de pérennité, de dégradation, Bien sûr. notamment dans le cas des sauvegardes de patrimoine. Ouais, ouais. Et donc, il y a des supports physiques qui sont plus ou moins sensibles à ça. Alors, contrairement à ce qu'on croit, les bandes, c'est très très fiable. Sous condition de préservation des degrés d'hygrométrie et de température, etc. Toute bonne robotique qui se respecte a des alarmes par rapport à ça. C'est-à-dire qu'une robotique, elle va vous dire attention, la clim, elle est trop basse ou elle est trop haute. Il supporte pas qu'il fasse trop froid ou trop chaud. Hein, il y a un juste milieu, c'est marqué dessus, c'est comme le port-salut. Elle va vous dire effectivement ça. Donc oui, les médias LTO sont très très résistants dans le temps. Après, effectivement, la problématique qu'on a, c'est les générations, c'est-à-dire que
faut bien faire vivre l'économie, hein. C'est-à-dire que les fabricants, ils montent en génération de LTO, et les données qui ont été archivées sur des supports, effectivement sur des médias qui sont LTO 7 ou autres, à un moment donné, il va falloir les migrer. Il va falloir les monter. Donc là, on a deux niveaux de génération. Je crois que c'est coupé maintenant à partir du LTO 9. On n'a plus qu'un niveau de remontée en version. Mais oui, effectivement, c'est une problématique. C'est une problématique, effectivement. Mais encore une fois, quand on est sur de la durabilité, c'est qu'on est plutôt sur de l'archivage, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'on va conserver on va conserver l'information sur une durée très, très importante. Si vous prenez les équipementiers automobiles, on ne le sait peut-être pas, mais eux, c'est 30 ans. Une pièce qui va dans une voiture, c'est 30 ans. J'ai un client comme ça, il est bien embêté avec ça, parce qu'effectivement, il faut que ça reste pendant 30 ans, parce qu'il a besoin de conserver toutes les informations par rapport à ça. Donc oui, la durabilité, oui, c'est un problème. C'est un problème aussi, c'est le format. Quel format j'utilise pour archiver? Est-ce que je pars sur du POSIX? C'est peut-être mieux, ouais. Si je pars pas sur un format, si je pars sur un format propriétaire, je suis mort, quoi. L'information, il faut qu'elle puisse être restaurable dans 30 ans, quoi. Donc la durabilité, c'est aussi pas simplement le vieillissement du média, mais c'est également par rapport à la technologie qu'on a derrière, est-ce qu'on va être capable de relire l'info, quoi? Sinon, ça sert à rien. Oh, le média dure 50 ans, c'est chouette. Ah, mais il n'y a plus personne qui sait le relire. Bah, ils sont tous morts. Ouais, ils connaissent plus le système. Il y a aussi ça, la durabilité, c'est une problématique globale, hein. Il faut effectivement se confronter par rapport à ça. Donc, effectivement, avoir des supports les plus ouverts possibles, avec des formats ouverts, ne serait-ce que les formats de fichiers. Utilisez pas du Word. Enfin, je veux dire, c'est un non-sens. Prenez du RTF, prenez du PDF, prenez du JPEG, du PNG. Il faut que toutes les informations soient déjà dans un format qui soit POSIX, qui soit effectivement normalisé, qu'on ait une garantie de récupérer le format. Et après, la durabilité, oui, c'est effectivement un problème, oui, tout à fait. Alors, vous avez des robotiques qui gèrent effectivement les migrations automatiquement. C'est-à-dire que vous allez monter en version au niveau des lecteurs, où ils vont effectivement faire des tests proactifs de relecture des bandes. C'est-à-dire qu'on va tout simplement relire le média et on va avoir on va vérifier que l'ensemble des informations sont lisibles sur le média. Et si la robotique s'aperçoit que le média vieillit, ou à partir d'un seuil de vieillissement, il va en background migrer l'information sur un support neuf ou de nouvelles technologies, par exemple. Voilà. Une dernière question. J'ai une petite question par rapport à ce qu'il a posé concernant l'immuable, en fait. Ouais. Tu as parlé du S3, tu as parlé de Ouais. la bande. Ouais. L'immuable sur disque, est-ce que c'est quelque chose que tu vois pratiquer beaucoup dans tes clients? Parce que moi, Ouais. personnellement, l'immuable sur disque, parce que c'est aussi une solution pour Mm. les Bien sûr. petites entreprises. Est-ce que c'est quelque chose qui est aussi... est-ce que c'est adopté? J'ai pas de stats par rapport à ça. D'accord. Moi, je dirais dans mes clients directs, il n'y en a aucun qui le fait. C'est simple. J'ai beau leur dire, leur expliquer. Il y a un moment, ça rentre pas, hein. Bon, bah, je dis voilà. Mais Sur la problématique de la donnée en fait externalisée sur Internet, c'est vrai que c'est assez compliqué. Si on se base sur des technos type Bucket S3, Ouais. par exemple, en se disant qu'on a de la donnée, il y a la problématique d'envoyer ces données déjà de transfert. Bon, ça va dépendre de son opérateur, Mm. mais il y a aussi la souveraineté et il y a aussi Mm. la rapidité de restauration, Ouais. en fait. Ouais. Donc, souvent, pour des petites, juste pour revenir pour des petites sociétés, il y a aussi après, ça va demander aussi. Alors, pour l'histoire de restaurabilité de durée on va parler du, euh, du Recovery Time Objective, hein, du RTO, euh, du DMIA, comme on dit. Pour les petites structures, c'est plus simple, hein, parce que généralement, même si vous ont tout perdu, c'est show must go on, hein. Ce qui importe, en gros, c'est le fichier de la veille, quoi. Il y a souvent des gens, le plus urgent, ce qu'on a besoin, c'est ce sur quoi on est en cours, ok. Et après le reste, on peut effectivement restaurer dans le temps, je dirais, les informations. Donc effectivement, il faut identifier ce qui est le plus urgent, c'est-à-dire ce sur quoi on travaille, euh, et délayer, je dirais, le reste, hein. Voilà. Maintenant, après, effectivement, si vous êtes sur du cloud, c'est sûr que ça peut prendre du temps, quoi, en fonction du volume. C'est pour ça que
je prône assez effectivement pour une sauvegarde locale, mais pour les PME, pour les TPE, c'est toujours effectivement un coût. Ou alors effectivement, il faut avoir une sauvegarde de proximité, hein. On est à La Réunion, c'est pas mal. Pourquoi pas avoir effectivement quelque chose qui soit local et qui permet d'avoir une latence relativement faible. Parce que le problème, c'est la latence, hein. Je veux dire, il y a pas de miracle, hein. Le nerf de la guerre, c'est la latence. C'est combien de temps est-ce que le paquet il va mettre à partir et à revenir, en fait. C'est tout. Donc voilà. Merci Laurent. On va clôturer là, cette matinale. Donc un grand merci à Laurent, on peut l'applaudir pour son intervention.